Bonsoir, ça y est, on est en live. Tout le monde te voit. Voilà, je te préviens. Donc, avec nous ce soir, c'est Yves Leroux, donc, qui va nous parler de ses travaux sur la chlordécone. Mais d'abord, petite question plus personnelle pour commencer. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours? Bah, j'ai un parcours académique classique. J'ai fait un master 2, une thèse sur les filières laitières. Après, une thèse CIFRE en entreprise. Après, comme beaucoup de gens, bah, je suis rentré dans l'enseignement supérieur. Sinon, voilà. Et je suis à l'ENSAIA, donc l'école d'agro de Nancy. Donc, je suis enseignant-chercheur depuis 25 ans et je travaille en particulier sur la sécurisation des filières alimentaires. Et depuis une dizaine d'années, je travaille sur un sujet qui était au préalable pallié à la sécurisation des filières, c'était la question énergétique. Et depuis 5-6 ans, on a croisé la problématique de la sécurisation des filières et la production énergétique au travers d'une technologie un peu nouvelle qui se développe actuellement sur le territoire national, qui est la méthanisation. On pourra y revenir. Ok. Donc en fait, c'est le croisement de ces deux approches. Méthanisation qui au départ avait pour enjeu de produire de l'énergie à partir de biomasse. On pourra revenir sur la méthanisation. Je pense que c'est un enjeu majeur des années à venir. Et de l'autre côté, la présence de polluants dans la filière alimentaire. Et on pourra aussi revenir au-delà de la chlordécone sur un certain nombre de problématiques actuelles et à venir dans la filière alimentaire. Bah, le croisement de ces deux problématiques nous ont amené à travailler sur la question de la méthanisation et de la chlordécone. Ok. Est-ce que tu peux juste nous dire en deux mots ce que c'est que la sécurisation de filière, avec peut-être un exemple rapide ou Bah, sans prendre celui de la chlordécone, oui, du coup un par autre. exemple, aujourd'hui, si on prend une filière alimentaire extrêmement suivie, qui est la filière laitière, dans le lait aujourd'hui, vous pouvez trouver de très nombreux problèmes microbiologiques, d'indésirables, d'antibiotiques. On a même parfois des gens qui mettent de l'eau dans du lait. Mhm. Et donc aujourd'hui, la filière laitière, de l'exploitation laitière jusqu'à chez vous en fait, le lait est le produit alimentaire le plus suivi. Il est analysé en permanence sur les questions microbiennes, donc de germes pathogènes. Vous avez tous entendu parler des Escherichia coli, de l'hystéria, etc., etc., hein. Donc en fait, la sécurisation des filières, c'est garantir pour le consommateur que lorsqu'il achète un produit, où qu'il l'achète, il peut le faire en toute sécurité. Et pour ça, on va dire qu'en France, on a plutôt un système plutôt très bien organisé sur l'ensemble des filières animales et végétales. On peut avoir confiance dans ce qu'on. Alors après, il y a toujours des débats et des problématiques à venir, et ça, on pourra y revenir. Ok. Non mais ouais, comme ça au moins on comprend en quoi ça consiste. Ok, super. Et du coup, bah, est-ce que tu peux rentrer plus dans le détail sur le sujet qui nous intéresse ce soir? La chlordécone. Alors la chlordécone, c'est une longue histoire, c'est une saga, hein. En fait, cette chlordécone, vous en avez peut-être entendu parler déjà, hein, c'est un insecticide qui a été utilisé dans les années 70. On va revenir un petit peu sur toute cette histoire parce elle est extraordinaire dans le mot vraiment d'extraordinaire, hein. Donc, elle a été utilisée dans les années 70 dans de nombreux pays. Et en particulier, elle a été utilisée aux Antilles françaises dans la production de la banane pour lutter contre un insecte qui s'appelle le charançon du bananier et qui avait la fâcheuse habitude de venir se loger au niveau des bulbes des bananiers et détruire la production de la banane. Et donc ce charançon du bananier, eh bien, il est résistant à peu près à tout. Et en fait, dans les années 60-70, on a identifié un insecticide
la chlordécone ou le chlordécone, vous trouverez les deux, féminin ou masculin, comme un insecticide très puissant pour pouvoir gérer ces problèmes d'insecticides. Donc le principe est le suivant, hein. On va déposer cette chlordécone formulée avec d'autres produits parce qu'elle n'est jamais utilisée en pur au pied du bananier et eh bien ça va tuer ce charançon et ça va permettre de maîtriser cet insecte qui, dans les années 60-70, faisait des ravages dans toutes les productions bananières antillaises, mais pas qu'aux Antilles, hein. On va aussi l'utiliser au Cameroun. On va même l'utiliser en Europe pour lutter contre le doryphore de la pomme de terre. Donc, on va l'utiliser sous d'autres formes, hein. Donc en Allemagne, en ex-URSS. Il va être utilisé dans de très très nombreux. Cette molécule va être utilisée dans de très nombreux endroits. Et elle a une propriété insecticide très forte. Voilà, ça c'est le contexte général. Le contexte particulier, c'est qu'on s'est rendu compte assez vite que cette molécule était toxique pour l'ensemble de l'écosystème. Alors, Ouais. on s'en est rendu compte un petit peu tardivement et on pourra revenir sur cet aspect parce que, pour résumer, elle a été utilisée aux Antilles pendant plus de 20 ans alors qu'elle était déjà interdite aux États-Unis, par exemple. Ouais. Donc ça voulait dire que c'était déjà un peu connu, quoi, à ce moment-là. Il y avait des fortes présomptions et de difficultés et d'actions négatives sur l'environnement, mais on pourra revenir un peu sur l'histoire parce que l'histoire explique pas mal de choses. Ok, ok, très bien. Je pense on a la trame du truc. Du coup, par quoi tu veux commencer Bah, on pourrait bah, justement essayer de recomprendre un petit peu cette histoire parce que c'est quand même une histoire qui aujourd'hui a plus de 50 ans Mhm. et qui rejaillit qui a, depuis une vingtaine d'années et qui aujourd'hui pose des problèmes majeurs sur les deux îles, Guadeloupe et Martinique, avec plus d'un quart des surfaces agricoles qui sont contaminées par cette molécule, alors que on est quand même pratiquement, elle a été interdite d'usage en 1993. Ouais, Donc, vous voyez, on est en 2024, ça fait 30 ans. Et 30 ans oui. après, Il y en a on a encore plein. encore Ouais. alors, quand on va en vacances aux Antilles, c'est pas forcément un sujet sur lequel on est particulièrement sensibilisé, Ouais. hein, mais aujourd'hui, il y a de nombreuses sources qui ne sont plus utilisables. Il y a des endroits où on n'a plus le droit d'aller pêcher. Donc les pêcheurs on a des zones interdites. On a des consignes très fortes sur certaines zones contaminées pour ne pas consommer un certain nombre de produits agricoles. Donc on a encore aujourd'hui des éléments très forts et surtout on a, et ça je vais en parler une fois et ça sera clair, on a cette chlordécone qui a posé et qui pose toujours des problèmes de santé Hmm. à l'échelle de la population des Antilles, avec un certain nombre de pathologies qui sont surexprimées aux Antilles et dont on peut penser très fortement qu'elles ont pour origine la chlordécone. Ouais. Voilà. Donc, c'est pour ça que cette histoire, elle est à la fois extraordinaire, passionnante, et elle mobilise beaucoup la communauté, la société civile localement, et elle mobilise aussi pas mal les chercheurs pour essayer de voir comment on peut sortir de cette crise, parce que c'est une crise, avec une molécule qui peut avoir des durées de vie dans les sols de plusieurs dizaines à plusieurs centaines d'années. Elle est pas lavée par les pluies, elle est pas. Alors en fait, elle a une propriété très forte, hein, on pourra y revenir, c'est qu'en fait, de par sa formule, alors si vous regardez derrière moi, là, Il y a toutes les formules. voilà, vous avez une formule, hein, donc c'est un organochloré, donc c'est une molécule un peu particulière, hein, sur laquelle en fait, c'est une cage. C'est une cage dans laquelle vous avez 10 enfin, vous avez 10 carbones et puis des chlores. Voilà. Et cette cage est extrêmement solide, extrêmement résistante à toute dégradation. Et elle va avoir enfin, les sols antillais ont ont des propriétés assez intéressantes, hein. Ils sont très chargés ou ils ont une teneur en matière organique très élevée.
et cette matière organique va faire que cette chlordécone va s'accrocher sur cette matière organique. Et on va même avoir des sols antillais qui ont des propriétés un peu particulières, on ne va pas rentrer dans les détails, hein, mais avec des argiles un peu particuliers qui font que cette chlordécone va rester fixée sur cette argile et qu'en fait, eh bien, on a un très léger lessivage qui se déroule. Donc, en fait, on va avoir une concentration de la chlordécone dans les sols qui va diminuer très, très, très progressivement, mais on va surtout avoir une contamination de tous les compartiments. Sol et eau vont être contaminés. En fait, lors des périodes d'orage, lors des périodes de pluie qui sont importantes, ben, on va avoir du sol qui va se retrouver, qui va se transférer dans les rivières, qui ensuite va se retrouver dans la mer. Et donc, on va retrouver cette chlordécone à peu près dans tous les compartiments, sol, rivière et écosystème marin aux Antilles et qui pose de très nombreux problèmes. Ouais, c'est fou ça, que même la mer, on se dit, bon, ça devrait se diluer quand même, et Alors, en fait, non. en fait, non. En plus, on a de par la chaîne alimentaire, on a des phénomènes de bioconcentration, Hmm. hein, entre le petit qui mange le petit, qui mange le gros, qui est mangé par le gros. Et en fait, aujourd'hui, on a un écosystème qui est contaminé. Alors, pas partout, hein, mais notamment si on prend la Guadeloupe, vous avez du côté de Basse-Terre, vous avez alors, les endroits où vous avez eu beaucoup, beaucoup de bananeraies, hein, vous avez des rivières qui sont fortement contaminées et qui vont contaminer tout le bord et les pêcheurs ne peuvent plus aller pêcher. C'est des zones, on trouve encore des zones interdites. Ok, ouais. Ça me fait penser, ça ressemble. Enfin, c'est pas que ça ressemble, on pourrait faire l'analogie avec du nucléaire parce que c'est avec un problème de déchets nucléaires qui ont un peu les mêmes problématiques qui reste très longtemps, qui a la même concentration sur la chaîne alimentaire aussi, comme ça. Je sais pas si toi ça t'est venu à l'esprit comme ça, moi ça me fait penser à Alors, ça. En termes de. ne voulant pas me mettre à dos toute la filière nucléaire, Non, non, mais. je resterai vigilant sur les comparaisons, mais effectivement, il y a des process d'accumulation. Mais on peut prendre un autre exemple hein, qui me paraît, moi, encore plus pertinent. C'est ce qu'on avait rencontré au Japon, dans la baie de Minamata, avec du mercure. Hmm, On a des entreprises, alors on est dans les années 50-60, hein, on a des entreprises qui balancent du mercure dans la baie de Minamata. Les poissons se contaminent au mercure et les hommes mange des poissons. mangent ce poisson. Et on a, alors là pour le coup, une catastrophe euh, qui est avec des enfants qui naissent anormaux. Hmm. Et le scandale de Minamata a été le premier scandale où on a pu. Et il y a eu une réaction avec interdiction, etc., etc. Donc en Ok. fait, c'est ces phénomènes de bioconcentration qu'on observe pendant toute la chaîne alimentaire. Oui, parce qu'il y a une accumulation dans le sens où une fois que c'est ingéré, ça c'est pas éliminé facilement non plus, j'imagine, Alors c'est pour voilà, en ça. fait, c'est ça, c'est que je vais vous donner un exemple et on pourra y revenir. Euh, on peut se poser la question, comment peut-on retrouver, par exemple, de la chlordécone dans les œufs? Eh Mhm. bien, il faut savoir qu'aujourd'hui, lorsque une petite poulette va picorer du sol, ce sol il est contaminé. Eh bien, lors du transit digestif, bah, cette chlordécone, on va la retrouver directement dans l'œuf. Et donc, on a des phénomènes de concentration et des quantités de chlordécone qui peuvent être retrouvées dans les produits animaux. On va retrouver de la chlordécone dans la viande bovine. Alors, par quel principe? Ben là aussi, en fait, les animaux aux Antilles vont manger du sol. On ne le sait pas, mais les bovins, dans l'Hexagone comme aux Antilles, bah, consomment toujours du sol. Eh bien, si ce sol est contaminé, eh bien, on va avoir par phénomène donc l'animal va se contaminer et va en particulier, on va retrouver cette chlordécone dans les tissus gras. D'accord, ça passe pas vraiment Donc, par les plantes, alors ça passe directement du sol à l'animal. alors, les plantes, on a en particulier les légumes racines qui vont se contaminer. Mhm. Oui. Donc, sur place, vous allez avoir l'igname, la patate douce, qui sont vraiment des légumes qui poussent, la carotte, qui poussent vraiment dans le sol. Donc, à ce moment-là, ce sont ce qu'on appelle pour la chlordécone, ce sont des légumes très sensibles. Mais le paradoxe, et c'est ça qui est quand même
qui rend l'histoire un peu atypique, c'est qu'en fait, on n'en trouve pas dans la banane. Ouais. Que la banane, les régimes de banane sont en hauteur et la chlordécone ne remonte pas au travers de la sève. Et donc, en fait, les bananes qui arrivent dans l'Hexagone sont exemptes de chlordécone. Euh, Ouais, donc, c'est quand même c'est très perturbant comme truc. Donc, en fait, il y a des travaux qui sont menés depuis en gros une vingtaine d'années par le CIRAD, par Magali Joannoyer, par l'INRAE, etc., qui aujourd'hui, on a à peu près compris quels étaient les fruits, légumes, produits animaux qui posaient problème. Et donc aujourd'hui, vous avez par exemple des programmes pour les jardins familiaux où on va d'abord, bien évidemment, de proposer, enfin, avant que les gens puissent faire de la production dans leur jardin, ben, on va d'abord faire une analyse de chlordécone sur le sol Hmm. pour éviter qu'il y ait une contamination via la production de légumes faits dans les jardins privés. Mais alors, j'ai une petite question. Ça peut paraître impertinent de ma part, j'espère que ça n'est pas interprété comme ça, mais comment ça se fait que ça ait mis 20 ans à savoir dans quels fruits et Alors là, légumes ça se trouvait? il faut refaire l'histoire. D'accord. Moi, si on peut se donner 3 minutes. Ah bah oui, oui, on est là pour ça, hein. Alors, l'histoire, elle est à la fois simple et elle est à la fois compliquée. La chlordécone, sont des Américains qui découvrent le brevet. On est en 1951. En 1951, on est loin déjà, hein. Mais donc, en 1958, on met sur le marché ce qu'on appelle le képone. Alors, qu'est-ce que c'est que le képone? C'est un insecticide, mais qui ne contient pas 100% de chlordécone. C'est une formulation dans Hmm. laquelle il y a de la chlordécone et qu'on va utiliser dans beaucoup de pays sur ce sujet-là, hein. Par contre, il n'est pas utilisé encore en France. Ok. Hexagonale ou antillaise, hein. Donc là, ce sont les Américains qui l'utilisent. En 1968, donc 10 ans après, il y a une demande de mise sur le marché pour un usage aux Antilles sur la banane. Cette demande, elle a été refusée dans un premier temps parce que pas suffisamment de connaissances, c'est quand même un produit chloré, c'est pas sympa. Et je vous passe les détails. En 1972, Jacques Chirac, ministre de l'Agriculture à l'époque, euh, autorise, une mise sur le marché provisoire, autorise pendant 1 an l'utilisation de ce képone en bananerais. Donc on est en 1973. Voilà. En parallèle, l'usine qui fabriquait la chlordécone se trouvait aux États-Unis, d'accord. Et cette usine a procédé de manière illégale à des relargages lors de ces processus de transformation de la chlordécone, a pollué l'environnement, et notamment une rivière qui s'appelle la James River. Et en 75 éclate aux États-Unis le scandale de la chlordécone, avec des ouvriers contaminés, un environnement contaminé. On est en 75, hein. En France, on l'utilise depuis 1973. Donc, on peut se dire que là, après tout, ça aurait pu durer que 2 ans. Oui. On n'est pas encore devenu Bon, dépendant, quoi. voilà. Bon, on va simplifier la vie. Euh, la chlordécone a été interdite aux USA en 76 et la France a continué à l'utiliser jusqu'en 1993. Oui. 17 ans plus tard. 76-93, 17 ans. Alors là, on peut refaire toute l'histoire dans tous les sens. Pourquoi ça a été fait comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il y a d'excellents travaux historiques qui expliquent le pourquoi on a fait 17 ans de plus que les États-Unis. Une filière banane euh, très importante pour les deux îles. Euh, un, un ouragan, 2 ouragans qui passent là-dessus en 79-80 qui détruisent toute la bananeraie et donc on a du charançon partout. Euh, on peut se le dire aussi, un ministre de l'Agriculture, un ministère de l'Agriculture qui n'a pas forcément toujours fait ce qu'il fallait, ce qui fait qu'en gros, on interdit en France l'usage, aux Antilles, l'usage de chlordécone uniquement en 93. Donc on a utilisé la chlordécone aux Antilles de 60, 12-73 à 93. Voilà. Les Américains l'avaient interdit en 76. Donc on a évidemment
de nombreux historiens qui ont repris toute l'histoire pour essayer de nous expliquer un peu ce qui se passe. Et pour ceux qui sont particulièrement intéressés pour avoir vraiment l'histoire de ce qui s'est passé, on a un joli roman dessiné qui s'appelle Tropique Toxique, qui a été publié en 2020 par Jessica Oublié, qui est donc une autrice qui a travaillé sur le sujet, et vous avez toute l'explication de comment on en est arrivé là en 1993. Voilà. Donc, 93, on interdit l'usage de la chlordécone, et c'est à partir de 99-2000 qu'on découvre qu'on a de la chlordécone dans l'eau. Ouais. Et à partir de 2000, branle-bas de combat, le monde de la recherche se met au boulot pour voir un peu où est la chlordécone, qu'est-ce qui se passe. Évidemment, en parallèle, il y a des recherches de responsabilité, mais ça, c'est pas notre sujet du jour. Hein. Et là, vous avez le CIRAD, l'INRAE, qui se mettent en ordre de bataille pour essayer de comprendre où est cette chlordécone, quels sont les risques associés dans les différentes filières, légumes, animales, etc., etc. Et c'est à partir de 2005, 2007 qu'on commence à avoir des résultats significatifs sur le sujet. Donc en fait, c'est pas qu'il s'est rien passé pendant 20 ans, hein. C'est qu'en gros, le temps entre 93 et 99, par exemple, la chlordécone a été oubliée. Elle n'était pas utilisée, n'était plus utilisée, on ne la dosait pas, donc on la trouvait pas. Oui, c'est-à-dire que on s'est dit, elle a disparu. Enfin, On on s'est, arrête bon, d'utiliser, on s'est même pas posé la question. ouais, Et parce c'est qu'elle en est restée. 99. Alors il y a eu, là il faut refaire toute l'histoire, hein, mais en fait il y a eu quelques. Et puis surtout il faut se dire qu'en termes analytiques, on avait aussi on n'avait pas les mêmes machines qu'aujourd'hui. Hein. Oui, oui, bien sûr. Pour aller chercher de la chlordécone à très faible concentration. Donc en gros, c'est depuis début 2000 qu'on a vraiment des travaux de recherche très significatifs sur la chlordécone, à la fois en termes épidémiologie, sur la santé, à la fois sur la présence de la chlordécone dans les sols. Donc il y a une cartographie extrêmement fine qui a été faite sur les sols antillais. Et puis les expositions par l'alimentation et donc des fiches conseils données aux habitants pour voir ce qu'il fallait ou ne pas faire pour éviter l'exposition à la chlordécone. Hmm. Alors évidemment, quand on va passer une semaine de vacances aux Antilles, c'est pas du tout un sujet qu'on a l'habitude de traiter, quoi. Oui. Est-ce que enfin, je sais pas si tu peux répondre à cette question, mais est-ce que ça peut être dangereux même à très faible exposition ou c'est plutôt l'accumulation qui va Non, non, être. clairement, c'est des phénomènes d'accumulation. Donc le touriste, C'est une il s'en moque. exposition de longue durée. Oui. Et alors, les premiers à avoir été touchés, hein, c'est très clairement les salariés. Hmm. Ceux qui ont Et, travaillé avec. parce qu'en fait, cette chlordécone était épandue sans moyen de protection. Oui, bah à l'époque, Donc, on déposait 30 grammes de képone, curlone, qui sont les produits de transformation, hein, à la main au pied de chaque bananier. Et vous avez des tas de témoignages de salariés agricoles qui vous expliquent que quand il fait 30 ou 35 degrés oui. dans les bananeraies, les éléments individuels de protection, c'est pas forcément ceux qui étaient utilisés. Et donc, on a eu évidemment la première population à être concernée, ça a été les salariés agricoles. Il faut savoir que la filière banane aux Antilles, que ce soit la Guadeloupe et la Martinique, c'est la filière qui en termes d'activité agricole et d'actifs agricoles, c'est la filière la plus importante Oui. et qui dégage évidemment aussi des devises à l'exportation vers l'Hexagone. Parce que le grand Charles, 1962, a dit que eh bien, la filière banane, euh, en France, elle serait protégée. Et donc, en fait, les bananes arrivaient en France, parce qu'effectivement, il y a une concurrence internationale. Hein. Oui, bien Euh, sûr. avec des pays qui produisent à des coûts beaucoup plus bas que ce qui peut être aux Antilles. Donc aujourd'hui, on a cette filière qui est quand même protégée, entre parenthèses. Hein. Et donc, il y avait un véritable, comment dirais-je, une véritable réflexion pour que cette banane soit à l'export. Hmm. Alors évidemment,
banane export, c'est pas de la culture vivrière, hein. Donc on est dans un modèle aussi où les Antillais se sont contaminés pour nous, alors pas volontairement certes, hein, mais pour nous produire de la banane, quoi. Donc il y a aujourd'hui, je vais vous citer un sociologue pour ceux que ça intéresse, hein, qui s'appelle Malcolm Ferdinand, qui travaille justement sur ces questions aujourd'hui de contamination, de position de cette filière par rapport aux Antilles, qui est une question complexe, parce que derrière, il y a aussi des questions, des vieilles questions autour de la colonisation et de l'esclavage. Oui, ouais, oui, j'imagine que oui. Ça fait un Rien n'est tout. simple. Ouais, rien n'est simple, ça fait un tout bien, un bon petit melting pot comme il faut. Tout à fait. Donc Ouais. c'est des questions à la fois évidemment scientifiques pour des gens comme moi, mais c'est aussi des questions pour des sociologues, pour des historiens. Et c'est pour ça que en décembre de l'année dernière, il y a eu un colloque organisé en Guadeloupe où on a eu à la fois des sociologues qui sont intervenus, des agronomes, des médecins, voilà, pour qu'il y ait une réflexion portée par la société civile autour de questions de la chlordécone. Hmm. Mais ça, quand même, je pense, je suis pas sûr qu'il y ait sur l'Hexagone. J'aimerais bien savoir combien d'habitants de l'Hexagone connaissent le scandale de la chlordécone. Ça doit être assez intéressant. Ouais, Alors que pas on devrait beaucoup. tous être au courant de ce qui Oui, se passe, quoi. oui. Euh, Après, j'imagine que il y en aura forcément moins que à l'époque où ça a été interdit, peut-être, parce que ça fait que, avec le temps, ça disparaît un peu, les gens oublient. Ou moi, quand en 93, bon, je jouais avec des billes, donc euh, C'est sûr. la Pas moi. chlordécone, bon, à l'époque, j'en avais pas entendu parler, voilà, Ouais. mais j'imagine que oui, oui, c'est un peu loin des yeux, loin du cœur, hein. J'imagine qu'effectivement, il Oui, doit oui, pas y tout avoir à tant que fait. ça. Alors, Moi, je connaissais pas avant que m'en parles, je connaissais pas du tout. je vais en profiter pour faire un parallèle. En fait, on a un truc qui nous pend au nez là cette fois-ci. Alors là, dans l'Hexagone, hein, Hmm. c'est les PFAS. PFAS. Tous les gens PFAS, qui oui, nous écoutent et qui nous écouteront, je vous conseille d'aller regarder sur votre moteur de recherche préféré ce que c'est que l'épiphace. C'est une molécule encore pire en termes de rémanence que la chlordécone. oui, C'est une famille de plusieurs centaines, voire de plusieurs milliers de molécules. Alors pour le coup, c'est pas à base de chlore, c'est à base de fluor. Et en fait, c'est une molécule qu'on va retrouver, en particulier, c'est des familles de molécules qu'on va retrouver qui servent à imperméabiliser les poêles à frire, oui. qui sont utilisées dans plein de domaines parce qu'elles ont des propriétés exceptionnelles. Sauf qu'aujourd'hui, bah, les PFAS, on en retrouve dans tout notre environnement. C'est ce qu'on appelle des polluants éternels, c'est ça? Voilà, c'est les fameux polluants éternels. Et ça, c'est des choses qui sont en train de nous arriver. La Direction générale de l'alimentation a beaucoup de mal à édicter des normes parce qu'on ne sait pas quelles sont, à partir de quand ces molécules peuvent poser des problèmes. Il y en a certaines qu'on n'arrive pas à détecter, etc. Donc, on peut avoir dans certaines régions de France métropolitaine hexagonale des questions qui peuvent ressembler à celles qui ont été posées dans les années 90 aux Antilles. Oui, Et on s'aperçoit qu'on est très rapidement sans solution. Pourquoi? Parce qu'il y en a partout. oui, Il y en a dans l'eau, il y en a dans les sols, il y en a. Et si vous regardez, par exemple, il y a eu un appel dans la région de Lyon à ne plus consommer les œufs produits en plein air dans la région de Lyon. oui, il faut que ce soit en Non, batterie. mais Ouais. et donc, ah ouais, bah, bilan, on va faire la promotion de la batterie. Voilà. Pour manger des œufs qui vous laissent en bonne santé, il faut qu'ils soient sous batterie, quoi. Donc Ah oui. antibiotiques, donc Donc on se retrouve dans des injonctions compliquées et c'est vrai que et là il faut pas faire d'anachronisme, hein. Voilà, il faut qu'on avance et il faut qu'on essaie de trouver des solutions pour l'avenir, quoi. ouais. Parce que quand tu me parles de la chlordécone, moi j'ai forcément en tête aussi parce que tu dis on la connaît pas celle-là en France et tout. Un insecticide que je pense tout le monde connaît, c'est le Roundup. Alors c'est pas un insecticide, c'est un herbicide. Un herbicide, pardon. Oui, Ouais. ok. Mais C'est le glyphosate. le glyphosate, ouais. Et donc du coup, je me demande, est-ce que on a j'imagine que du coup, avec le scandale de la chlordécone en amont, il y a quand même des gens qui ont vérifié si le glyphosate, ça s'évacue quand même ou pas?
Alors, le glyphosate, voilà la bonne question que je voulais pas avoir. Alors, t'es pas Je obligé l'ai de répondre. eu. Alors, Non, attention, non. attention, t'es pas obligé de répondre. T'as le Ah droit non, c'est du pas que tout. j'ai Il y a pas pas. obligé de répondre. Aujourd'hui, je pense que sur le glyphosate, il y a des débats. Et là, la communauté scientifique, en gros, il y a deux positions. Il y a la position des institutions qui, en utilisant des travaux de recherche qui correspondent parfaitement à ce qu'on appelle au canon académique, trouvent qu'il n'y a pas trop de problème pour le glyphosate. Et puis, il y a d'autres travaux qui montrent qu'il pose problème. Donc aujourd'hui, le glyphosate, on n'est qu'au début d'une d'une réflexion. Alors moi, je ne suis pas médecin, donc je ne peux pas me positionner par rapport à l'aspect médical. Ce que je sais, c'est que le glyphosate, il a été et il est utilisé comme désherbant total et que il coûte pas cher à l'emploi Ouais. et qu'aujourd'hui, eh ben, dans les conditions actuelles, en termes de substitution, notamment pour l'agriculture dite de conservation, alors je ne sais pas si tu connais, hein, Non, ça me dit. cette agriculture qui est pleine de choses positives, avec couverture des sols, non-labour, etc. Ben, l'agriculture de conservation, aujourd'hui, dit qu'il lui est très, très difficile de se passer du glyphosate. Donc on voit bien qu'on a des débats qui sont fondamentaux et qui vont pas être réglés tout de suite. Ouais. Voilà. Mais là où tu as raison, c'est que on devrait apprendre des Bah, quand expériences, même. mais c'est pas sûr qu'on apprenne toujours. Voilà. Ouais. C'est un peu un problème, quoi. Parce que si on regarde un peu l'histoire de la chlordécone, bah, on a l'impression que on pourrait être en train de reproduire ça avec le glyphosate, même si c'est pas. Moi, quand je dis ça, je suis encore moins expert que toi, hein. Je dis ça en disant bon, c'est vrai que on est sur des schémas qui ont l'air d'être à peu près similaires. Si on continue et que ça reste encore plus enfin autant dans les sols que la chlordécone, ça va être aussi un Alors le problème. Je sais. glyphosate, non. Non, Le ça on a glyphosate, étudié, j'imagine. Du ça coup, c'est ok. bon. Hein, Ok, ça c'est éliminé. il a une molécule qui s'appelle l'AMPA qu'on va retrouver. Donc, on n'est pas pour moi, on n'est pas sur le même schéma, D'accord. mais on a quand même des interrogations Oui, sur le glyphosate. Sur le chlordécone, il n'y a plus d'interrogation. oui. Cette Bah il est interdit. molécule, elle est interdite. Elle est rentrée dans la liste de la Convention de Stockholm des polluants organiques persistants interdits à la production et à l'usage. Oui, Donc à l'échelle internationale. Alors, l'échelle internationale pour ceux qui ont signé la Convention de Stockholm. oui, Ah, voilà, donc en gros, c'est vrai que cette chlordécone, elle est aujourd'hui le symbole de ce qui s'est passé dans les années 70, 80, 90. Voilà. Avec des choses qui n'ont pas forcément été faites toujours bien dans l'ordre, hein, parce qu'en fait, depuis 1979, la chlordécone a été classée comme cancérigène probable. oui. Voilà, par le Centre international de recherche contre le cancer. Donc, il y a quand même un certain nombre d'éléments qui démontrent qu'on peut s'interroger sur pourquoi on l'a utilisé jusqu'en 93 aux Antilles. Alors peut-être tout le monde, est-ce que tu peux rappeler les classes? Parce que tu as dit, ouais, c'est classé comme cancérigène probable, donc ça donne un peu l'impression, avec un nom comme ça donne un peu l'impression, bon, c'est probable, mais bon, est-ce que tu peux refaire un peu ce qui Alors existe et... là aussi, c'est compliqué parce que ça va dépendre en fait de certaines classifications. Ce qu'on sait aujourd'hui, et là il y a des études épidémiologiques hein, qui l'ont montré, c'est qu'en fait, et ça va être difficile il est très difficile d'apporter un lien de cause à effet direct dans le vivant entre un produit et la pathologie. Il y a jamais de corrélation égale 1. Hmm, Je vais vous donner un autre exemple. Moi, je connais, alors, dans le langage courant, hein, le tabac file le cancer du poumon. hmm. Oui, d'accord. Je connais des tas de gens qui fument qui n'ont pas de cancer du poumon, et je connais des gens qui fument pas qui ont le cancer du poumon. Et donc, est-ce que je peux établir un lien direct, univoque et systématique entre tabac et cancer? Non. Et pour autant, Tout le monde sait que tout le le monde tabac sait que file le cancer. on a la question sur l'amiante. Hmm. Exactement. L'amiante, il a fallu 20 ans
pour que les chercheurs s'y collent, en plus avec des entreprises qui refusaient de reconnaître, etc. Donc en fait, on se retrouve confronté avec ces molécules, avec une difficulté forte, c'est qu'on ne peut pas dire comme ça qu'il y a un lien exclusif et univoque. Oui, Alors à partir du moment où on dit ça, est-ce que ça remet en cause le fait qu'il y a un lien? Non, mais il n'est pas absolu et univoque. oui, ça. Donc, c'est pour que tout le monde comprenne que quand on dit que c'est cancérigène probable, c'est que c'est déjà une Ah bah, bonne saloperie, quoi. il y a un faisceau, mais sachez aussi que aux Antilles, comme dans beaucoup d'autres territoires, on a utilisé d'autres produits. Hmm. Et donc, il y a ce qu'on appelle maintenant en épidémio, hein, en toxico, les effets cocktails, qui sont qu'en fait, le cumul de molécules de ce cocktail qui fait que. Mais là, on arrive à des niveaux de complexité que personne aujourd'hui n'est capable de lever sur ce sujet. Donc, je ne suis pas en train de botter en touche. Je ne suis pas en train de dire que la chlordécone ne pose pas de problème. Je dis juste qu'il n'y a pas de lien univoque et absolu. Par contre, les travaux menés par M. Mutinier, qui est épidémiologiste, a très clairement montré qu'il y avait un taux de cancer de la prostate aux Antilles très supérieur aux autres territoires. Hmm. Voilà. Et on a d'autres pathologies qui sont provoquées par cette surexposition. Et donc là, on a eu des résultats qui nous ont été présentés l'année dernière, hein. Donc, le problème, c'est que rien n'est totalement absolu, rien n'est direct. Et en plus, ça prend des années et des années. Donc, ça ne retire pas le fait qu'il faut avoir une vraie politique active pour diminuer l'exposition. Voilà. Donc, faut surtout pas comprendre dans mes propos que je suis en train de minorer le risque. Je Non, suis mais juste en train justement, de en fait, dire. c'est pour ça que je voulais que ce soit clair, parce que ça pouvait paraître, bon, c'est probable, c'est un mot Non, un peu, c'est un mot qui paraît faible comparé à ce que ça implique, en en fait. fait, oui, Mais ça, c'est pas le tien alors, de mot, c'est la nomenclature du voilà, truc, hein, ça c'est... il a été défini comme celui-ci. Et on est en 79, hein. On l'a encore utilisé 14 ans aux Antilles, hein. Donc là, il y a quand même un vrai problème, hein. Oui, Voilà. ok. Bah, je pense qu'on a fait le tour sur l'histoire. Oh bah oui, sur Tu l'histoire, trouves? pour moi, pour l'histoire, en fait, en termes de scandale, ça s'arrête en 93. Et à partir des débuts des années 2000, on essaye de réfléchir à comment on peut, on essaie de comprendre où elle est, on essaie de comprendre l'exposition alimentaire, et on essaye de comprendre est-ce qu'il y a des moyens de s'en débarrasser. Voilà, c'est donc il y a vraiment plus. Pour moi, il y a trois phases. Il y a la phase où on en a mis, il y a une jusqu'en 93. Il y a la phase entre 93 et 99 où il s'est rien passé parce qu'en fait, on l'a pas mesuré. Et à partir de 99, on a commencé à faire des mesures dans l'eau, puis après dans tous les compartiments. Et là, on a commencé à la trouver. On l'a vu partout. Et on a commencé à mettre en place des programmes de recherche, à faire des suivis de chlordéconomie, hein. Par exemple, aujourd'hui, aux Antilles, tout habitant de Guadeloupe et de Martinique peut faire réaliser une chlordéconomie gratuite. Cloud d'économie, c'est C'est la détection... mesure de la chlordécone dans le sang Ok. pour voir un peu son niveau d'exposition. Oui, Némi, d'accord, oui. Ouais, c'est la... Némi du Donc sang. on a les politiques publiques qui se sont mis sur le sujet et on a une succession de programmes de recherche qui se sont mis en place pour essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire de enfin, quelles sont les actions qu'on peut alors déjà comprendre, hein, moi je vous raconterai tout à l'heure ce qu'on a fait sur l'élevage, hein, pour comprendre un peu où est passé, qu'est-ce qui est devenu cette chlordécone et aujourd'hui qu'est-ce qu'on a comme solution technique euh, pour pouvoir éviter ça parce que il y a quand même eu à un moment des gens qui ont dit oh bah, ils ont qu'à pas produire sur leur territoire, ils ont qu'à tout importer. Non, mais c'est n'importe quoi. Oui, Enfin, oui. on est sur un territoire où le taux de pauvreté est l'un des plus élevés de France. Et L'importation, ça coûte méga quand cher. vous importez, ça vous coûte la peau des fesses. Donc en fait, il faut qu'on arrive. Et puis, ce sont des terrains agricoles, ce sont des milliers d'hectares. On va pas les laisser. Donc il y a des réflexions en cours pour essayer de faire avancer un peu ce débat sur l'ensemble. J'ai une question dans le chat qui demande
Par quoi est remplacé la chlordécone et est-ce que ça pose pas les mêmes risques? Eh ben non, parce que on utilise maintenant les phéromones. Donc en fait, on va déposer dans les bananeraies des molécules qui vont être attractives pour le charançon du bananier. Et on arrive aujourd'hui à maîtriser, alors ça ne veut pas dire qu'on les détruit tous, mais on arrive à maîtriser l'infestation. C'est-à-dire qu'on les met bah, pas dans le bananier, mais à côté, j'imagine? Voilà, on met des petits bols. Alors, c'est tout Ils simple, vont hein, tous dedans et... voilà, et on les attire par des phéromones qui sont donc en fait des molécules qui ont une attraction sexuelle pour le charançon. Et le charançon va se foutre, va se bloquer dans la. Et on fait ça beaucoup dans l'hexagone aussi, hein. Hmm. Donc en fait, l'utilisation, c'est ce qu'on appelle la confusion sexuelle, hein, et ça marche bien, hein. Les phéromones sont des outils qui fonctionnent assez bien. Alors, on n'est jamais à 100%, mais c'est pas grave parce qu'en fait, le principe de tout ça, c'est de mettre les insectes en deçà d'un seuil de nuisibilité. Oui, Et donc, aujourd'hui, on arrive à. D'ailleurs, la banane bio existe, hein, et même quand on n'est pas bio, eh ben, le charançon du bananier, on arrive à le maîtriser par ces processus de phéromones. d'accord. Et ces phéromones-là, elles sont pas dangereuses pour Aucun l'homme? problème. Bah, on en a beaucoup, par exemple, dans l'Hexagone. Là, on utilise beaucoup pour les pommiers. Vous Ok. avez plein d'insectes qui viennent attaquer les pommes, etc., etc. Donc, vous allez, parce que quand même, la production de pommes est une production qui peut se retrouver avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de traitements phytosanitaires et en particulier antifongiques, hein, eh bien, on va beaucoup utiliser ce genre de choses pour diminuer le nombre de traitements qu'on va faire sur les produits, et sur les fruits. Voilà. Ok. Ok, ok. Bah du coup, tu voulais nous expliquer maintenant ce que toi tu fais sur Alors, qu'est-ce qu'on fait nous? chlordécone. Alors, donc, il y a eu du côté végétal, vous avez le CIRAD et l'INRAE qui ont beaucoup travaillé sur, comme je le disais tout à l'heure, pour classifier les légumes et les fruits qui étaient très sensibles et pas sensibles. Hmm. Là-dessus, je ne dis pas que le problème est réglé, mais on a des connaissances. Il y a des fiches techniques qui sont proposées à la population. Il y a des analyses de sol qui sont proposées gratuitement avant la mise en œuvre de toute production, légumes, racines, etc., etc. Début 2010, vous voyez, on a quand même, on s'est rendu compte que, en fait, il faut savoir qu'aux Antilles, vous avez une méthode d'élevage des bovins qui est un peu particulière, qui s'appelle l'élevage au piquet. Alors, qu'est-ce que c'est que l'élevage au piquet? C'est en fait l'éleveur va déplacer son bovin et va l'attacher à un piquet et il va lui mettre une chaîne de quelques mètres. Et donc, le bovin va consommer autour. Ça évite comme ça d'avoir des barrières partout, hein, Ouais. et il va régulièrement déplacer son bovin. Et dans ce cadre-là, bah, quand le bovin, il va vraiment tout manger ce qu'il y a autour. Et en mangeant tout ce qu'il y a autour, bah, il va consommer du sol. Et j'ai un collègue, Stéphane Urians, faut être un peu fou, hein, qui a mesuré la quantité de sol que pouvait consommer un bovin. Donc ça, on sait faire, hein, on va mesurer, en fait, on mesure dans les fesses des vaches Ouais, d'accord. des choses qui viennent du sol, ça on sait faire, hein. Et on a estimé qu'une vache pouvait manger de 500 jusqu'à 1 kg de sol par jour. Ah oui. Oui, 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 oui. Alors ça dépend des conditions de sécheresse, d'humidité, C'est etc. quoi? C'est Mais en arrachant la plante, il y a de la terre qui vient avec ou elle mange vraiment le alors, il y a sol? plusieurs choses. Il y a l'animal qui va venir vraiment très proche du sol pour venir manger la plante, mais on va aussi avoir aux Antilles des phénomènes de pluie intense qui font que sur le végétal, vous allez avoir du sol qui va être projeté, Ouais, il y a de la boue donc des dessus. particules de sol. Et donc, en gros, on se retrouve avec des animaux qui consomment du sol. Voilà, c'est tout simple. Et on a observé, eh bien, que. Alors, il y a peu de production laitière, c'est principalement des bovins viande, hein. On a observé que les bovins étaient contaminés à la chlordécone. Et donc, quand ils partaient à l'abattoir, il y avait une analyse qui était faite sur l'animal. Donc, généralement, c'est fait dans un tissu gras. Voilà. Et eh bien, un certain nombre d'animaux dépassaient les limites réglementaires. D'accord.
partir du moment où l'animal dépasse les limites réglementaires, la carcasse est saisie, elle est incinérée. Hmm. Normal, il faut protéger les populations. Donc face à ça, euh, il s'est posé la question, mais comment on peut proposer une filière comment, bovine qui ne soit pas, qui n'expose pas les populations antillaises à consommer de la chlordécone. Pourquoi? Parce que bah, on mange des œufs, on mange des poules, on mange des porcs, enfin on mange beaucoup de viande sur ces territoires, comme partout d'ailleurs, hein. Mhm. Et on a aussi, ce qu'il faut savoir, on a aussi beaucoup d'élevage pour l'autoconsommation. Oui, Donc on a beaucoup d'animaux qui ne passent pas non plus les tests. par les voies officielles. Oui, donc pas de test sur le gras, Avec etc. des tests quand même qui sont pas. Bah, d'ailleurs, enfin, beaucoup de gens aujourd'hui font des œufs dans leur jardin, Oui, etc., etc. Et donc face à ça, donc il y a eu un programme ANR, un appel d'offres, un appel à projet, pardon, de l'Agence nationale de la recherche qui cherchait à voir comment on pouvait répondre à ça. Et le laboratoire dans lequel je travaille, avec le professeur Cyril Feit, qui est décédé l'année dernière, et Guido Richen, qui est qui est toujours au laboratoire et qui est maintenant directeur de l'ENSAIA, ils ont répondu à un appel à projet qu'on a appelé INSICA. Je vous épargne l'acronyme, hein, qui était pour essayer de sécuriser les filières animales. Et donc, comment on a fait? Eh bien, euh, ma collègue Agnès Fournier a développé un outil d'aide à la décision, et j'y reviendrai parce qu'il est aujourd'hui efficient et utilisé sur le terrain. Je vais résumer. L'animal, l'éleveur se dit, tiens, je veux envoyer mon animal à l'abattoir d'ici quelques semaines pour voir un peu, euh, bah, pour le vendre. Donc, qu'est-ce qui est fait? Il va être fait une prise de sang. Cette prise de sang va être envoyée à l'analyse et à partir de la prise de... Donc, on va mesurer la teneur en chlordécone, la chlordéconémie. Et cette prise de sang, elle témoigne de la contamination de l'animal dans son organisme. Et évidemment, là, on a des seuils. En dessous d'un certain seuil, il peut être mis à l'abattoir. Au-dessus d'un certain seuil, eh bien, l'animal va être mis en décontamination. d'accord. Donc, en gros, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, soutenu par les institutions publiques, l'éleveur prend son animal, le met dans une unité de décontamination. Qu'est-ce que c'est en fait? On le sort de la parcelle contaminée dans laquelle il est. On va lui donner à manger du fourrage non contaminé. Jusqu'à Et ce c'est qu'il ait là où, éliminé suffisamment de chlordécone. et en fait, voilà. Et donc là, ma collègue Agnès Fournier a mis en place un système où on sait qu'en fait, la chlordécone, bah, l'animal va se décontaminer. Donc, en gros, on peut donner des chiffres, hein. Un animal qui va avoir passé 24 à 36 mois à se contaminer sur le sol de manière faible, hein, eh bien, en quelques mois, va pouvoir se décontaminer. D'accord. Et là, euh, les premiers essais ont été faits il y a maintenant 3 ans. Et aujourd'hui, il y a une vraie politique publique sur le territoire où l'État incite les éleveurs à faire une analyse, leur donne une aide à la décontamination, parce que ça coûte Mhm. de déplacer son animal, fait l'analyse de la chlordéconémie, et ensuite l'animal, bien évidemment, va être recontrôlé à l'abattoir. Et tous les essais qu'on a montrés jusqu'à maintenant font et montrent que l'outil d'aide à la décision qui a été développé permet d'avoir des animaux en dessous des limites réglementaires qui garantissent la sécurité sanitaire. Ça permet d'avoir une filière d'élevage antillaise qui se maintient, parce que sinon, c'était la fin Oui. de l'élevage aux Antilles. Ah oui, s'il y a une bête sur deux qui doit être jetée, c'est plus viable. Et en plus, ça permet de remettre dans le réseau formel Oui, des productions dites, hein, les gens sont voilà, incités à y aller parce que bah, il y a des aides. ils vont perdre un tout petit peu d'argent, j'imagine, mais ils n'ont pas perdu une bête, c'est pas Voilà. Et une bête, il faut savoir que c'est plusieurs milliers d'euros. Oui, Alors, se pose un problème. C'est qu'en fait, ces animaux, quand ils vont se décontaminer, ils se décontaminent comment? Ben, ils se décontaminent par les déjections animales. Donc, ces déjections elles sont vont contaminées. contenir
de la chlordécone. Donc là, on n'a quand même pas réglé le problème. Ouais. C'est-à-dire qu'on a décontaminé l'animal, mais on a produit des déjections animales qui contiennent de la chlordécone. Et c'est là où arrive enfin la fameuse méthanisation. Parce qu'en fait, ces déjections animales, qu'est-ce qu'on va en faire? On ne va pas les réépandre sur les parcelles. Ben non, sinon on arrive à dire. Parce qu'elles contiennent de la chlordécone. Puis elles contiennent aussi du chlordécol, qui est une fraction un tout petit peu transformée, mais quasiment rien. Et donc, il y a maintenant 3 ans, 2 ans et demi, donc il y a une thésarde de chez nous, Perla Al-Najjar, thésarde libanaise qui fait un super boulot. Et on a dit, allez, on va faire un essai. On va méthaniser de la chlordécone. Et on va regarder ce qui se passe. Alors du coup, Et faut que donc là, t'expliques ce que c'est que méthaniser. alors qu'est-ce que c'est que méthaniser? La méthanisation, c'est un processus où on va prendre on va le dire comme ça, du caca de vache. On va le mettre dans une espèce de grande bassine fermée en anaérobie, donc sans oxygène, et qui va être chauffée à 37 degrés. Ok. Alors on peut chauffer à 40, à 50, à 55, bref. Et donc le principe de la méthanisation, ça va être. Alors au départ, c'est pas du tout fait pour dégrader la chlordécone, hein. Oui. Au départ, c'est fait pour produire du méthane à Oh, bah, partir de déjections animales. Et ce méthane, il sert à quoi? Il sert à faire de l'énergie. Voilà, ça c'est le principe de la méthanisation. Actuellement en France, vous avez 1200, 1300 méthaniseurs agricoles qui se sont développés ces 10 dernières années, qui ont pour enjeu de produire de l'énergie verte. Hmm. Donc ce méthane, c'est un méthane qui a exactement les mêmes propriétés que le méthane fossile. Oui. Sauf que lui, il n'est pas d'origine fossile. Donc, cette méthanisation, c'est un écosystème microbien complexe. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais on pourra y revenir si vous le souhaitez. Donc, cette méthanisation, lorsqu'on a mis de la chlordécone, alors on a fait ça sur la ferme de l'Ensaya. Donc, on a fait ça à la ferme, attention, le nom va vous faire rire, la Bouzule. Ok. Bouzul, E. Donc là, je remercie tous les collègues et en particulier Guillaume Henry, qui est le directeur de la plateforme de méthanisation, hein. Et donc là, on a fait des essais. Alors, on a des petits méthaniseurs qui font 10 litres. On a mis, allez, on va simplifier, on a mis du caca de vache et on a mis de la chlordécone dedans. Puis on a regardé ce qui se passe. Et à notre grande surprise, on a dégradé plus de 90% de la chlordécone. Ces travaux ont fait l'objet d'une publication au mois d'août 2023 dans un journal international plutôt coté. Pour ceux que ça intéresse, vous irez regarder, hein. Et c'est la première fois, je dis bien c'est la première fois, qu'on arrive à mettre en évidence la dégradation de la chlordécone par un écosystème microbien. On avait déjà trouvé la dégradation de la chlordécone par une bactérie pure qu'on appelait citrobactère. Voilà. Et ça avait été fait par un laboratoire à Évry. Mais c'est la première fois qu'on met en évidence par un écosystème microbien et surtout qu'on peut en avoir une approche opérationnelle de terrain. C'est-à-dire de se dire, entre parenthèses, développons la méthanisation pour traiter les effluents d'élevage contaminés. Ce qui permettra, à la sortie du méthaniseur, il y a ce qu'on appelle du digestat. Eh bien, ce digestat va ne plus contenir de chlordécone. Alors après, par contre, attention, il va contenir tous les trucs qui sont dans mon dos, là, ce qu'on appelle les produits de transformation. Et donc, dans la publication à laquelle je fais référence, bien évidemment, nous avons trouvé des produits de transformation. Et donc là, il y en a plein, hein, A1, B, C, D. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en termes de toxicité, il est reconnu que plus j'enlève de chlore à une molécule, moins elle est toxique. Ok. Donc, durant le process de méthanisation, on observe une déchloration de la chlordécone et de ses produits de transformation. C'est-à-dire que c'est réparti sur plus de molécules? Parce que le chlore, il disparaît pas. Alors, le chlore,
il va être, en fait, on va avoir une minéralisation de la molécule et le chlore va être capté. Et en particulier, vous pouvez avoir du chlore qui se retrouve comme du NaCl, hein, D'accord. comme de Des logiciels l'HCl. moins, d'accord. Voilà, vous allez retrouver ce chlore dans le milieu dans lequel vous avez travaillé. Qui du Alors coup, évidemment, pour le coup, celui-là est vas-y. pas dangereux du tout. Alors ce chlore, Ciel non. moins, Par contre, les produits de transformation, oui. rebelote. Oui. Et donc, on se retrouve maintenant à avoir les mêmes questionnements. Est-ce que les produits de transformation qu'on a produits lors du processus de méthanisation sont eux-mêmes dangereux et pas plus dangereux que la molécule mère? Oui. Donc là, ça, c'est des travaux qui sont menés dans un autre cadre à la suite, mais c'est la première fois qu'on arrive à la dégrader. Donc, si les produits de transformation qu'on a obtenus sont moins dangereux que la molécule mère, on a quand même fait avancer le système. Si les produits de transformation sont plus dangereux, ce que semble pas dire la Oui. bibliographie, mais je reste prudent. Donc là, il y a des travaux qui sont menés, il y a des études toxicologiques qui vont être menées à partir des travaux de la méthanisation. En fait, on sait aujourd'hui qu'on a, à partir de la chlordécone, X% de ce produit-là, X% de ce produit-là, X% de ce produit-là. Donc ces produits de transformation, on va les tester en effet cocktail pour voir s'ils sont toxiques. Donc on a avancé vraiment d'un pas, parce que jusqu'à maintenant, on n'avait pas de solution. Et par exemple, on a répondu à un appel à projet qu'on a eu avec l'ANSES, voilà, bon bref, sur est-ce qu'on peut aussi traiter des végétaux contaminés? Mhm. Parce qu'on a aussi des végétaux contaminés à la chlordécone. Et donc aujourd'hui, les végétaux contaminés, on ne sait pas quoi en faire. Bon, nous, on part de l'hypothèse, et ça va être les travaux qui vont être menés en 2024-2025 sur traiter des végétaux contaminés par méthanisation. Donc, ça nous permet de produire de l'énergie à partir de végétaux qu'on n'utiliserait pas pour faire autre chose. D'accord. Donc, dans le cadre de ce projet, eh bien, nous travaillons avec le centre INRAE de Guadeloupe, avec Harry Archimède, et nous avons envoyé un pilote de méthanisation sur le site de l'INRAE de Petitbourg pour qu'il puisse faire des essais avec les ressources locales. Alors, un pilote Donc, de méthanisation, ça veut pas dire quelqu'un qui c'est va conduire non, un avion. Parce ouais. que, non, mais pilote, les gens sont pas forcément. Alors, un pilote pour un scientifique, c'est un méthaniseur en taille divisé par 100 ou par 1000. Voilà. Donc, globalement, les gros méthaniseurs industriels font 1000 mètres cubes, 1500 mètres cubes ou un peu plus. Nous, on a envoyé en Guadeloupe un pilote qui faisait 1 mètre cube, Hmm. qui va nous permettre de regarder si les hypothèses qu'on a déployées, validées sur la ferme de l'Ensaya, on la retrouve en Guadeloupe. Et c'est des travaux qui vont commencer incessamment sous peu pour aller maintenant sur des phases opérationnelles. Ouais. Et je dirais que pour l'équipe qui bosse sur ce sujet, que ça soit mon collègue Guy Dorichen, ma collègue Agnès Fournier, Guillaume Henry ou moi-même, ou Perla Al-Najar, c'est vraiment un sujet passionnant parce que on essaye de répondre à une question sociétale. Hmm. Alors, je n'oppose pas recherche fondamentale, recherche appliquée. C'est deux choses différentes. Il a fallu, n'empêche, qu'on s'appuie sur des travaux de recherche fondamentale. Et là, je suis obligé de citer Pierre-Loïc Saïdi. Pierre-Loïc Saïdi, c'est la référence internationale pour mesurer tous ces trucs-là. D'accord. Donc ce monsieur, il est capable de synthétiser les produits de transformation, parce que si on veut faire de l'analyse, il faut qu'on ait des standards. Donc d'un point de vue chimique, il va produire tous ces trucs-là, il nous les envoie ou il analyse chez lui. Donc en fait, c'est vraiment une équipe pluridisciplinaire de chimistes, de zootechniciens, de gens spécialisés dans la méthanisation. On a bossé ensemble pendant 3-4 ans sur ce travail. On commence à avoir de vrais résultats terrain. On ne sauvera pas les Antilles, hein. Mais sur ce On sujet-là, y contribue un petit peu, c'est ça? voilà, sur ce sujet-là, par l'outil de la décision qui permet de décontaminer les animaux,
la méthanisation qui peut dégrader les fesses contaminées, puis éventuellement qui pourra aussi dégrader des végétaux contaminés. On pose notre petite pierre pour faire en sorte que les filières d'élevage aux Antilles soient encore existantes. Ok, ouais, super. Je me demandais un truc, pourquoi c'est pas possible de le brûler juste? Il y a des sous-produits qui vont pas, ou ça coûte trop cher, ou... Alors, tout à fait. Ça sera l'option B si on montre que les produits de transformation sont plus dangereux. Hmm, Parce qu'en fait, l'intérêt quand même de la méthanisation, alors là, on sort un peu du sujet, mais en fait, on y est quand même. Il faut savoir qu'aux Antilles, la production d'énergie et la production d'électricité en particulier se fait à partir de centrales thermiques au fioul. oui, Alors, il y a évidemment beaucoup d'énergie renouvelable parce ils ont de la géothermie, ils ont, etc. Mais l'électricité, c'est une grosse centrale thermique au fioul. Or, sur ces territoires, ils ont beaucoup de biomasse. Ça pousse tout le temps. ouais. C'est Donc, super en riche, fait, les terrains volcaniques. donc on est aussi en train de réfléchir à développer la méthanisation hors du problème chlordécone. Oui, d'accord. On peut aussi, on peut aussi aller méthaniser d'autres choses. On peut essayer de faire du Et pierre de donc, coups. voilà. Et on peut rajouter un thème, parce que alors, nos amis antillais, ils ont quand même la double ou la triple peine, la question des sargasses. Alors, je ne sais pas si vous C'est avez déjà entendu parler tous des sargasses. Les sargasses, ce sont les algues qu'on va trouver c'est et qui arrivent de manière massive sur sur les plages. les plages et qui se dégradent, qui provoquent de l'H2S. Oui, ça pue, Euh, ça, c'est hein, oui. assez affreux, c'est l'hydrogène sulfuré, hein, c'est le truc, l'œuf pourri. Hmm. Et cet hydrogène sulfuré pose des problèmes de santé parce il agresse les voies respiratoires. On nous dit là-bas que s'il y a de l'H2S qui est produit, ça abîme tous les systèmes électroniques. Et donc, euh, aujourd'hui, on travaille aussi sur que peut-on faire de cette sargasse. D'accord. Bon, bah, vous nous voyez arriver. On est en La, train d'essayer de la regarder si cette méthanisation. sargasse, on la méthanise. Alors, la méthanisation n'est pas une poubelle. Hein. C'est pas tout ce que je trouve, je le mets en méthanisation. Il faut d'abord réfléchir. Donc, en gros, la méthanisation est un outil d'abord de production d'énergie renouvelable, mais dans le cas particulier des Antilles, elle pourrait permettre de valoriser des produits agricoles contaminés ou des déjections animales contaminées pour faire de l'énergie. Et donc, d'avoir une filière d'élevage qui soit la plus saine possible par rapport à ces enjeux. Et c'est important hein, parce que historiquement, l'élevage aux Antilles est très important. Hmm. Enfin, il y a des bovins partout, quoi. C'est culturel, c'est historique. On ne peut pas du jour au lendemain dire à nos amis antillais, non, non, vous arrêtez l'élevage. Alors Alors, on peut que leur dire, mais ils le feront pas, quoi. Et- on peut le penser qu'effectivement, ils ne le feront pas. Non, mais ça, c'est vrai. En oui. plus, c'est vrai. Tu vas voir Ils les gens, tu leur dis, bah continueront. arrête de faire ce que tu fais depuis je sais pas combien de temps. Bah les gens ils disent, bah écoute, t'es qui T'es qui toi, voilà. Hein, et il y a une expression qui est assez rigolote aux Antilles, c'est on abat le bovin sous le manguier. Ça veut dire un abattage informel. Oui. Bon, eh bien là, l'État dit que, et il a raison, on peut retrouver des voies formelles qui protégeront les populations. Donc c'est important. Alors c'est des budgets importants pour l'État hein, Hmm. qui met en place des programmes. Chaque éleveur touchera une somme significative pour décontaminer son animal. Toute la chlordéconomie sera gratuite, etc., etc. Donc que ça soit en Guadeloupe ou que ça soit en Martinique, vous avez une association d'éleveurs. Hein, je vais les citer quand même. Sanigua en Guadeloupe et le GDSM en Martinique qui accompagnent les éleveurs dans ce processus de décontamination et qui garantit une consommation alimentaire réglementaire. Hmm. Ok. Ok. Ouais, non mais je pense qu'on a là on a appris pas mal de choses. Ouais. C'est c'est une grosse histoire ce truc. C'est souvent dans mes streams il y a beaucoup plus
axé science-science et il n'y a pas autant de... Là, tu parles du côté sociétal et tout, qui est quand même très Bah, primordial. alors pour vous dire, quand même, si on veut parler de science, faire l'analyse des trucs que j'ai derrière moi, c'est toute une histoire. Ah bah j'imagine, oui. Je peux vous parler de GCM-SMS, de LCM-SMS. À mon avis, c'est pas l'enjeu du jour. Non, pas forcément. Euh, mais il faut à la fois euh, que les éleveurs aient confiance. Il faut que le jour où ma collègue Agnès Fournier dise, d'après mon modèle, ton animal, il sera décontaminé en 62 jours, et quand l'éleveur l'emmène à l'abattoir, il a intérêt à être décontaminé. Ah bah sinon, on a tout fait Ah, pour rien. ah ouais, puis il nous fera plus confiance. Eh oui, c'est ça, on a Et tout pour rien. aux dernières nouvelles, on a dû tester de manière expérimentale une centaine d'animaux. À chaque fois, le résultat était dans le bon sens. Donc on On a ne s'est mis. pas trompé. Oui. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a une vraie politique portée par l'État. Alors, il y a tout un tas d'institutions derrière tout ça, hein. Alors, évidemment, ça coûte cher. Hmm. Mais je peux le dire, c'est la moindre des choses que l'État fasse ça, vu ce qu'on a fait là-bas. Oui, et puis on peut aussi voir ça comme un investissement, c'est-à-dire que à terme, si Bah, si on veut encore ça des éleveurs, bah voilà, voilà. c'est-à-dire Si on qu'à un veut encore moment, des éleveurs, alors qu'on soit clair, hein, reste encore la question entière de comment on va se débarrasser de la chlordécone dans les sols. Là, on n'a pas levé la question. oui, parce que On là, a, les, on- les animaux, ils ont pas, ils enlèvent pas, enfin, c'est pas en broutant c'est 1 anecdotique. kilo. Voilà. Donc, en fait, on organise des filières végétales et animales sécurisées. Ça, on arrive à le faire. C'est quand même super intéressant. On peut continuer à vivre sur des sols contaminés. Oui, Quand c'est 30% des sols, c'est important. Par contre, on n'a pas réglé le problème de la décontamination des sols. Ça, aujourd'hui, ça reste encore un point d'interrogation majeur. Je ne vais pas passer tous les sols de la Martinique en méthanisation. ça, ça a coûté un peu C'est cher. impossible. Donc, c'est là où il faut qu'on reste à notre place. Euh, la décontamination des sols, elle n'est pas encore pour maintenant. Bien évidemment, les populations trouvent qu'on va pas assez vite, on va jamais assez vite. Oui. N'empêche qu'aujourd'hui, on arrive à proposer des schémas de production végétale et animale qui sécurisent l'exposition des populations et je trouve que c'est quand même déjà un pas important, hein. Oui. Après, on n'a pas tout réglé, quoi. Oui, parce Pareil, que bon, la méthanisation, là, ton procédé, il est à 37 degrés anaérobie. Bon, le sol à 37 degrés en été, j'imagine que peut-être ça peut être alors faisable, il n'est pas en anaérobie, mais pas en aérobie, quoi. Donc, du coup, il n'est pas en anaérobie, mais tu as raison, c'est qu'en fait, on observe. Alors là, c'est un vrai travail qu'il faut aller faire. On a observé des produits de transformation dans le sol. donc c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui le dégrade Il se in passe, situ. mais ça se passe très lentement, très très lentement. Alors il y a des débats sans fin pour savoir si ça va durer 50 ans ou 70 ans ou 700 ans. Je rentrerai pas dans le débat parce que c'est des débats compliqués. Il en reste pas moins que dans les années à venir, là, on aura toujours de la chlordécone Hmm. dans les sols, etc. Donc là, alors il y a des travaux, hein, qui sont menés pour essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire sur les sols. Nous, c'est pas notre sujet. Enfin, chez nous, hein, notre sujet, c'est sécuriser les filières agricoles de production. Après, sur les sols, il y a d'autres travaux. Il y a le BRGM qui travaille, il y a le CIRAD, il y a l'INRAE. Mais là, c'est compliqué parce que traiter les sols, c'est pas simple. Bah oui, c'est-à-dire que si on fait une connerie, elle va rester, quoi. Il faut éviter de. Si dans mon traitement, je me débarrasse de la chlordécone pour faire une autre connerie, il faut qu'on soit très vigilant. Oui. Et Donc, puis il faut les qu'on. gens sont peut-être pas. Enfin, les sols, c'est vivant, quoi. C'est-à-dire que si on C'est tue ça. tous les vers de terre, on peut mettre le sol en aérobie, mais ça veut dire que ça va tuer un max de trucs, quoi. Alors, Bon, déjà, oui, bon, pour le faire, effectivement. c'est compliqué, mais même si on pouvait le faire, ce serait pas forcément souhaitable, quoi. Voilà. Alors, juste pour aller au bout, hein, nous, en fait, là, dans notre méthanisation, on ne travaille pas à 37 degrés, parce qu'en fait, on a montré qu'on avait une dégradation à 37 degrés en anaérobie en méthanisation, mais cette dégradation, elle est très lente. Hmm, C'est pour ça que notre méthanisation travaille à 55 degrés. d'accord. Donc, c'est ce qu'on appelle une méthanisation thermophile. Et là, on a une dégradation de plus de 90% de la chlordécone Et dans plus ce rapide. dispositif. Voilà. Il est plus rapide et d'un point de vue technique, méthanisé à 55 degrés, c'est pas un problème. Oui, On a aussi des bactéries qui fonctionnent à 55 degrés. c'est ça. En gros, on a deux types de méthanisation. On en a même trois, hein. On a ce qu'on appelle la psychrophile, c'est à froid, mésophile 37-40 degrés et thermophile 55 degrés.
Donc là, pour aller au bout des choses, nous, on travaille à 55. Ok, oui. Oui, si c'est possible, ça va Ça plus pose vite. aucun problème, ça pose en soi aucun problème technique. Et tous les essais qu'on a fait et qu'on est en train de faire, on les fait actuellement, quoi, à 55 degrés. 55 degrés. Ouais, ok. Ok, ok. Et j'avais une question aussi, mais je m'en suis rappelé que maintenant, mais je l'avais eu sur le moment, mais j'ai oublié de te la poser. Ça va prendre combien de temps pour avoir des réponses sur la toxicité des produits, des sous-produits de la méthanisation? Alors là, on a fait un pas de géant parce qu'on a été capable de les identifier, ces produits de transformation. Oui, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je peux dire, quand je passe la chlordécone en méta, voilà ce qu'elle va donner. Alors, attention, il peut en exister d'autres. ok. Je pense qu'il y en a d'autres, mais ce qu'on peut dire, c'est que plus on la dégrade, si vous regardez derrière, hein, il y en a où on a cassé la cage. Oui, Donc à partir du moment où on a cassé la cage, on a déjà fait un sacré joli boulot, quoi. Donc ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, on va partir de la composition des produits de transformation trouvés lors de la méthanisation. On va faire ces petits cocktails. Et là, il y a des laboratoires. Hein, donc, c'est dans un appel à projet qui est en cours. Hein, et on va travailler sur les produits, sur la toxicité de ces produits de transformation. Et on peut tout à fait imaginer demain que euh, la- les seuils, actuellement, il y a des seuils que pour la chlordécone. On peut tout à fait imaginer demain qu'on impose des seuils sur chlordécone plus un produit de transformation parce qu'il a été identifié comme toxique. hmm, Donc ça, c'est les travaux pour les années à venir. Euh, mais très clairement, on est plutôt très satisfait d'avoir réussi d'avoir un peu désossé notre chlordécone, quoi. Parce que c'est quand même. Alors pour tout vous dire, là je vais vous donner un secret. On va essayer de faire la même logique avec les fameuses PFAS oui, d'accord. dont on a parlé tout à l'heure. Oui, Voir un peu la même logique. Alors ceux-là ont l'air plus solides. Hein. La biblio a l'air de dire que les PFAS sont vraiment des molécules particulièrement solides. Mais là, c'est des essais qu'on va faire parce que ça nous paraît important. ok, ok, ok. Euh, Bah super. Bah, enfin super. Super d'en apprendre là-dessus, pas super que ça existe. Euh, du coup, je pense qu'on est bon là, à mon avis. Moi, j'ai pas plus de questions. Est-ce que t'as d'autres trucs dont tu veux nous Non, parler? non, moi, je pense qu'on a fait un tour qui me paraît intéressant. Je recite le livre Tropique Toxique. J'ai mis le lien dans le chat. Ouais, ouais. Donc, Pour ceux qui veulent, vous allez avoir vraiment toute l'histoire. Vous comprendrez pourquoi, en partie, ça s'est passé comme ça. Et Jessica Oublié fait aussi un travail scientifique et aller interroger l'ensemble des scientifiques pour faire l'état des connaissances. Et comme ce bouquin est sorti en 2020, il a juste oublié un truc, c'est qu'il ne cite pas la méthanisation. oui, Parce parce que qu'en 2020, en ça existait pas 2020, encore. on n'avait pas encore nos résultats. Donc, faut falloir qu'elle fasse Mais un deuxième tome. voilà, ou qu'elle fasse un petit ajout de quelques Petit pages, album. voilà, sur cette question-là. Et vraiment, je vous incite tous à lire cette saga. Alors saga, c'est pas forcément la saga positive. Hein. Oui. C'est important de comprendre ce qui s'est passé et pourquoi on se doit de continuer à avancer sur ce sujet parce que enfin, on n'a pas fini quoi. Oui. Oui, bah, tant qu'il y en aura dans les sols, ce sera pas fini, de toute manière. Et on est parti pour un petit moment. Oui, les 700 ans. Alors, j'ai pas dit 700 ans parce que Oui, là, il y a des débats sans fin. 70, 100, 700. Enfin, il y en a encore pour vraiment un moment très significatif, quoi. ouais, Voilà. c'est pas pour tout de suite. Ouais. Ok, ok. Bah, je te remercie beaucoup. Voilà, C'était merci Fabien. Voilà. passionnant comme sujet. Et Et donc, donc, je me tiens à disposition de tous ceux qui vont écouter. Hein. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions, des choses comme ça. On y répondra avec beaucoup de plaisir. super.